Salut Hugo, tu vas bien? Salut Bilou, tu vas bien? Bah ouais, et toi? Bah très bien. Alors, Qu'est-ce qui t'amène là? alors je fais mon enquête Vélotaf et je vais t'interviewer. C'est quoi ton enquête Vélotaf? Alors c'est une enquête sur les gens qui se rendent au travail à vélo et j'essaye de savoir depuis quand ça existe, qui sont-ils et pourquoi le nombre de vélotafeurs augmente et va continuer d'augmenter. Et alors tu l'as fait pourquoi cette enquête? Pour mon bilan de fin d'études, c'est pour ma dernière année de journalisme. Ah d'accord, donc t'es étudiant en journalisme. Tout à fait le faisant. En dernière année? Oui. D'accord, t'as quel âge Hugo? C'est indiscret, jeune homme. 20. 20 ans? Tout rond? Ah bah... Ça fait rêver. Ah bah... Et t'es vélotafeur toi-même? vélo étudiant plutôt. Vélo étudiant, oui. Vélotafeur, quoi. Oui, dès lors qu'on est étudiant dans ce milieu, on peut se considérer comme taffeur quand même. C'est pas faux. Voilà. Donc t'as des questions sur le vélotaf. Pourquoi moi, spécifiquement Eh bien parce que je vais parler de toi dans cette enquête puisque tu es une des raisons qui pousse les gens à se mettre au vélotaf. Parce que j'ai réalisé une enquête en ligne où j'ai interrogé plusieurs vélotafeurs, ils ont été près de 3000 à y répondre, et je leur demandais quel a été leur déclic pour se mettre au vélotaf, et plusieurs ont répondu les vidéos de Bilouk. Incroyable. Donc c'est pour ça. Tu es flatté dans ton ego ? Flatter, non, ça fait super plaisir en fait. Flatter, non, parce que je fais pas ça pour ego, mais je fais ça exactement pour ça, donc tant mieux, je suis vachement content. Ouais. Bah, première question, Bilouk, qui es-tu ? Ah, oh là là, ça va être compliqué ça. Je suis un petit personnage jaune avec un seul œil. Et en gros, je suis un vélotafeur comme n'importe qui, en fait. Voilà. Je me considère pas forcément plus expérimenté, ou même si ça fait longtemps que je fais du vélotaf. Mais voilà, j'ai 42 ans et je me déplace à vélo depuis que je suis collégien, en fait. J'ai eu un petit trou quand j'ai fait mes études à Paris. Et puis ensuite, dès que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à vélotafer. Plus ou moins régulièrement, par période. Certaines années, je le faisais pas. Et puis ces 10 dernières années, beaucoup plus quasi intégralement, quoi, on va dire. Et justement, depuis le collège, donc en fait, c'est un peu une habitude que tu as pris depuis ta jeunesse. Tu pratiquais du vélo déjà enfant avant d'être dans tes études ? En fait, j'ai un rapport au vélo qui est super enfantin. C'est-à-dire que le vélo, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. Bonjour messieurs, peut-être vous pourriez me renseigner. Habituellement je passais par là pour rejoindre le rond-point à vélo. Et désormais que c'est en travaux, est-ce qu'il y a un autre moyen d'y accéder au rond-point de... Je cherche à aller vers Puteaux sans monter sur le parvis quoi. Parce que là ça va m'embarquer sur la 14 direct. C'est ouais. Pas d'échappatoire. Non, donc là c'est pas conseillé. Oh, tu fais le tour par là. Par contre c'est la même chose. C'est mieux quand tu montes. Ouais, mais avec tous les piétons et tout, j'ai pas envie de les déranger. C'est mieux quand tu montes et descends parce que là tu vas tomber direct sur la 14. Ouais, et il n'y a pas moyen d'en sortir avant la 14 ? Ah ouais. Voilà, les grilles sont fermées. Oui. Tu vas de l'autre côté. Par contre, comme les grilles sont fermées, tu peux pas y aller. Ah là, elles sont ouvertes, tu peux passer là ? Ah, je sais pas. Ah. Oui, non, c'est fermé là. C'est ouais. là-bas. Tu vas direct de l'autre côté. Ah ouais ? Bah oui. Ah, mais quand c'est ouvert alors ? Oh, tu descends au parking, chap, tu fais ouais. le parking sur l'autre côté. Ah bah je vais essayer, ouais. Je vais essayer. Tu comprends ? Ouais. Ouais, super, merci. Ouais. Non, t'as pas envie. Le vélo, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est dès lors que j'ai pu, on m'a offert, je revois très bien mon petit vélo gris là, mon premier vélo que j'ai eu sans roulette, qui est arrivé peut-être un petit peu de manière prématurée par rapport à mon petit corps de l'époque, et donc il est resté longtemps posé contre un mur avant que je me décide à essayer de monter dessus et d'arriver à le chevaucher sans me casser la binette. Donc et à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir me déplacer avec, je me souviens très bien que j'ai appris tout seul. C'est-à-dire il n'y a eu personne pour me tenir ou pour me pousser ou pour m'encourager. Je voulais que ce soit mon truc à moi, quoi. Et à partir du moment où j'ai goûté à ce bonheur intense de pouvoir tout d'un coup aller vachement loin, quoi. Tout d'un coup, je pouvais aller prendre mon vélo et puis mon frère m'accompagnait, puis on allait dans la forêt pas très loin de chez nos parents,
Et on pouvait aller au fin fond de la forêt, au mur d'enceinte, le truc révolutionnaire, quoi. Il nous fallait 2 heures pour y aller à pied. Et on faisait ça en 2-2 à vélo. Donc c'était magique. Et j'ai gardé pour moi, c'est toujours comme ça aujourd'hui, le vélo. Je concevais pas, quand j'étais collégien, de pas y aller à vélo, alors qu'il y avait genre 700 mètres pour y aller, mais ça m'intéressait pas de perdre du temps pour y aller à pied, tout simplement. Je gagnais du temps. Et sans avoir un amour particulier pour l'engin en lui-même, enfin, j'imagine pas plus qu'avec avec les autres choses qui m'appartenaient, entre guillemets, mais j'avais pas un rapport aussi fanatique que je pourrais avoir aujourd'hui avec mes vélos personnels. Et justement, dans ton enfance, quand tu vélo-étudiais, on peut dire, Oui. comment étaient les infrastructures? Est-ce que c'était aussi cyclable qu'actuellement ou est-ce qu'il y avait rien de fait pour les vélos? Dans la petite ville où j'ai grandi dans le fin fond de l'Essonne, limite c'est vraiment tout l'extrême sud de l'Essonne, hein. Après c'est les Champs et le Loiret. Il y avait une piste cyclable qui nous permettait d'aller par exemple du collège à la piscine, les dojos de judo, les gymnases et tout ça de la ville. Donc il y avait une piste cyclable qui devait faire 1,5 km peut-être, une bidirectionnelle. Je me souviens de ça. Parce que justement, je pouvais y aller à vélo. Quand j'avais 10 ans, j'allais au judo, je prenais mon vélo moi-même, mes parents me laissaient partir. Il s'agissait pas qu'ils m'accompagnent à vélo ou en voiture. On y allait de manière naturelle parce qu'on avait un aménagement disponible, sécurisé et séparé de la chaussée. Donc nos parents étaient en toute confiance là-dessus. D'accord. Et justement, depuis cette période-là, est-ce que tu as remarqué une évolution du nombre de vélo-taffeurs quotidiens? Ah bah oui, quand j'ai commencé à vélo-taffer à Paris au début, fin des années 90, évidemment, à Paris on était des aliens. C'était vraiment une toute petite communauté, les vélo-taffeurs. D'ailleurs, on parlait pas de communauté. Tu faisais ça. Il n'y avait pas du tout ce rapport de lien social qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu vois, par exemple. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc il n'y avait pas de forum. Donc tu faisais ton petit vélo-taf dans ton coin, et puis il n'y avait pas... tu pouvais pas trouver des mines d'informations ou échanger ou discuter avec les autres vélo-taffeurs autrement qu'en t'arrêtant au feu rouge, quoi, dans la vraie vie. Mais oui, évidemment que ça a explosé et que ça explose encore. Enfin, chaque hiver, je m'émerveille de voir de plus en plus de cyclistes. Pour moi, c'est le vrai baromètre. C'est quand tu comptes les cyclistes au feu en plein hiver, un jour comme aujourd'hui, là où ils flottent à peu près toute la journée, il fait moche, il y a du vent, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. C'est des jours comme ça où tu vas compter les cyclistes au feu et en hiver et ou fin de l'automne, là, comme actuellement, et tu vas te dire ouais, ça bouge, quoi. Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit poil le son du micro, parce que je crois que je vais devenir sourd de l'oreille Ah bah oui. gauche. Vas-y, parle. C'est mieux comme ça. Ah là, c'est beaucoup mieux. Oh la galère. Et elle veut pas se dévisser la roue? Et vous faites du vélo avec une pince comme ça? Bien sûr. C'est pour taper sur les bagnoles. Ah d'accord. Très bien. Voilà. Il y a une grosse gamelle? Ouais. Merde. C'est par-dessus, c'est la branche qui se coince là, donc... Ouais, c'est l'enfer ça. Direct. Pas de bobo? Putain, on a le même casque. Une arcade et puis... Ah ouais? l'épaule un peu. Ah oui, c'est pas vous, c'est... Non, c'est pas moi, Ah non. oui, d'accord. Oh la galère. Bon. Bon, bah bonne journée, bon courage. Ouais, merci. Au revoir. Alors justement, Bilouk, tu es également YouTuber, comme on dit Non, avec non. les personnes de ton âge. Non, c'est pas vrai. Tu ne fais pas des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, je fais des vidéos que je publie sur YouTube. Ok? Je suis pas YouTuber. D'accord. Bah, tu n'es pas tu es la personne qui fait des vidéos sur YouTube qui a le plus d'abonnés sur le sujet du vélo taf. Est-ce que tu comprends cet engouement pour toi et pour ta chaîne YouTube? Non, il n'y a pas d'engouement en fait, hein. C'est-à-dire que, ouais, si on doit faire un podium des personnes à vélo qui filment
Alors en fait, il faut comprendre la démarche depuis le début. C'est te déplacer à vélo, filmer avec une caméra et aller le poster et partager ça sur Internet. Voilà. Il y a des gens qui le publient uniquement sur Twitter. Poste ce téléphone tout de suite. Je regarde les informations sur ta chaîne YouTube, Vilou. Je suis professionnel. Regarde les datas. 6444 abonnés et plus d'1 million de vues cumulées. C'est quand même un engouement, tout de même. 1 million d'abonnés, il y a beaucoup de youtubeurs. 1 million de vues, il y a beaucoup de youtubeurs et de non-youtubeurs qui aimeraient faire autant. De chaînes de télé qui aimeraient faire tant, même. Les vues cumulées, en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais parce que je mets des vidéos qui m'agacent, je les mets en non répertorié. Du coup, ça rentre pas dans le compteur. J'ai remarqué ça. Donc ça me fait baisser mon compteur total, mais en réalité, il y en a plus. Non, mais après, c'est une chaîne qui est ancienne, qui date de 2013. J'ai ouvert en 2013, donc ça nous fait un bon 5 ans et demi même. Et non, c'est hyper relatif, c'est même un microcosme. 6000 abonnés, oui c'est ça, 6000. C'est peanuts, totalement peanuts par rapport à YouTube, par rapport à n'importe quel YouTuber. Pour le coup, on va parler de vrais YouTubers, tu vois. Mes gamins, ils regardent des YouTubers qui ont 10 millions d'abonnés. Tous les YouTubers qui regardent, parce que comme tous les gamins entre 10 et 15 ans, ils sont très friands des YouTubers. Donc je surveille ça d'un œil un peu discret, mais je regarde un peu ce qu'ils regardent. Et les gens qui regardent, c'est des gens qui ont minimum 1 million d'abonnés. Donc on joue pas du tout dans la même cour, mais c'est même pas la même cour. Je suis même pas dans la cour, quoi. C'est minuscule, 6000 abonnés. C'est anecdotique, totalement. Et ces enfants, ils savent que papa fait des vidéos sur YouTube? Ouais, ça, ils regardent ça en rigolant. Ça les fait marrer. Ma fille, elle est toujours en train de me donner des conseils, tu sais, comme si elle connaissait mieux le truc que moi, de l'intérieur. Je suis convaincu qu'elle connaît mieux le truc que moi, effectivement. Elle est toujours en train de me dire, voilà, faut que tu fasses des lives, faut que tu demandes aux gens de mettre des pouces bleus, qui s'abonnent, qui cliquent sur la cloche et tout. J'apprends beaucoup avec elle, elle a 10 ans. Donc, non, c'est pas, il faut avoir faut avoir la tête froide, quoi. C'est rien du tout. C'est que dalle. C'est que dalle. Oui, mais dans le milieu du vélo taf sur Internet, c'est quand même majeur. Il y a 50 € qui, lui, est pas dans le vélo taf et qui est dans le militantisme beaucoup plus actif et pas violent, mais beaucoup plus dans l'action. Ouais. Et toi, tu as cette réputation de gros nounours. Beaucoup de personnes disent que tu as un gros nounours sur les réseaux sociaux. Je suis pas gros, je suis dodu. Ouais. Justement, ça reste quand même dans le milieu du vélo taf quelqu'un d'important. Certes, au niveau de YouTube. Non, pas important, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui te suivent tout de même. Il y a des vélotafeurs célèbres qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur Twitter, tu vois. C'est pas mon cas. Des Maître Eolas, des Audrey Pulvar, et ça, c'est des gens qui drainent des foules immense. Sauf que leur contenu n'est pas principalement vélo taf. Oui, moi c'est segmenté. Toi, oui, moi c'est segmenté et comme beaucoup de cyclistes d'ailleurs, effectivement. Enfin, il y a cette fameuse cyclosphère, la twittosphère cycliste que décrivait Alexis Magnaval. Et c'est une espèce de noyau dur qui est constitué de quelques centaines de cyclistes qui, comme moi, ont choisi un pseudo et ne dévoilent pas leur identité. Alors pourquoi on choisit des pseudos et qu'on dévoile pas notre identité? On sait quelque chose, hein. C'est parce qu'on propose de venir nous casser la gueule fréquemment, on fait des recherches sur nous sur les réseaux sociaux et qu'on vient nous pourrir la vie et nous pourrir la vie numérique et tout ça. Donc au bout d'un moment, parce que ça déchaîne beaucoup de passion et ça fait déferler beaucoup de torrents de haine, le cyclisme urbain aujourd'hui en France, parce qu'il y a une partie de la population active sur les réseaux sociaux qui est très très véhémente et très dans la violence par rapport à ça. Juste le principe d'évoquer le cyclisme urbain, c'est des gens qui deviennent très très violents, voilà pourquoi on se retrouve avec une espèce de noyau dur de quelques centaines de tweetos dont certains ne sont pas sous pseudo, mais c'est une minorité. Et est-ce que en parlant de cet anonymat, est-ce que tu as déjà pensé au jour où tu te ferais, je sais pas si le terme est approprié, outer? 50 € me disait que lui, il s'y préparait déjà. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ce cas-là? Alors, outer, ça c'est l'expression du jeune. Donc ça veut dire le jour où quelqu'un va dire... révélerait ton identité. Bilouk, c'est un tel, quoi. Non, j'y pense pas. Après, je risque pas grand-chose. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez
constructif, même dans le discours, dans le débat, où parfois, oui, je balance des bombes puantes parce que, surtout sur Twitter, parce que des fois il y a des trucs qui m'énervent très très fort, donc je réagis. Je peux réagir un peu plus violemment que dans la vraie vie. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on est toujours beaucoup plus impulsif et beaucoup plus grande gueule caché derrière son clavier. C'est valable évidemment pour les gens qui viennent nous insulter toute l'année et insulter toute la communauté des cyclistes. C'est certainement vrai pour nous aussi. Non, j'y ai pas réfléchi à ça, ce concept de. Mais voilà. Et puis alors, il y a quelque chose qui est important dans ma démarche à moi, et c'est à titre personnel. C'est-à-dire que c'est pas tellement pour les questions d'anonymat que j'ai choisi d'avoir un pseudo aussi. C'est aussi pour le fait que les gens puissent. C'est-à-dire que la base de ma démarche, c'est le plaisir en fait. Voilà. Là où je me différencie de pas mal de gens qui postent, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux à propos du vélo urbain, là où je peux revendiquer de me différencier, c'est que moi j'essaye toujours de rester d'avoir une approche et une présentation du sujet assez positive. Voilà. Il y a quand même pas mal de monde, alors j'en parlais récemment dans une Daily Ups justement, ou je sais plus, ou en interview peut-être. Le problème de la twittosphère cycliste, la cyclosphère sur Twitter, c'est qu'au bout d'un moment ça peut fonctionner un petit peu trop en vase clos, et bien souvent c'est un petit goût de bureau des pleurs. C'est-à-dire que si tu feuillettes, moi si je regarde ma timeline, tout ce qui apparaît dedans, à un moment je me dis purée, il y a que du négatif, quoi. Il y a que des gens qui vont poster des photos de véhicules qui les mettent en danger, ou des films de mise en danger. Mais finalement, si quelqu'un arrive là-dedans au milieu de ce paysage là, tout ce qu'il va voir c'est que du négatif. Et ça, c'est un effet très pervers et c'est un repoussoir en fait. C'est vraiment un repoussoir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de gueuler, les gens vont avoir l'impression que tu es toujours en train de gueuler. À juste titre, hein, c'est légitime. C'est légitime. Mais seulement, on oublie un peu trop de partager aussi quand c'est du plaisir et quand c'est bien. Et il me semble que, d'une manière générale et de manière globale, le vélo taf dans sa totalité, je crois que c'est bien pour tout le monde. Il me semble que c'est quand même globalement du plaisir, malgré tout. C'est pas une contrainte, je pense pas. Je me plais à le croire. Et c'est pas assez partagé, ça. C'est pas assez partagé. Quand j'ai commencé à faire mes films sur YouTube, j'ai fait comme tout le monde. J'ai partagé des petites séquences, plus ou moins drôles, plus ou moins d'incivilité. Et je me suis rendu compte que ce qui avait le plus de succès, c'était une séquence de 20 minutes où j'avais mis cul à cul tous les mauvais moments que j'avais eu en 3 mois de vélo taf. C'est une vidéo qui a rapidement eu plus de vues que toutes les autres réunies. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que c'est parce que je me suis dit, tiens, il y a une personne qui est venue là, qui a commenté, qui avait pas vu les autres vidéos de ma chaîne, qui a pas commenté les autres vidéos de ma chaîne, et qui est venue dire, oh là là, le vélo taf à Paris, mais c'est hyper dangereux, jamais je le ferai. Oh, ça m'a foutu une claque, mais j'ai fait 2 tours sur moi-même. Je me suis dit, mais t'es en train de faire exactement le contraire de ce que tu voulais. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une vidéo de 20 minutes qui ne partageait que du négatif. Et justement, cette vidéo, elle a été reprise par France Info, qui a fait France Télévisions, qui a fait un article sur toi et qui a fait ce qu'on appelle une pastille pour France Info, la chaîne de télévision. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Pilouk. Ils avaient pris 2-3 petits extraits. Ah oui, c'était pas sur moi, ils parlaient pas de moi. Non, mais ils ont pris ta vidéo, ils ont pris les images de ta vidéo. Oui, quelques images, voilà, quelques petites images. Ouais. Mais vite fait, il y avait 2-3, enfin ça devait faire 10 secondes, quoi. Au milieu de vidéos de plein de gens, de plein d'autres. C'est-à-dire que si tu tapes sur Google, je sais pas, vélo, danger, incivilité, tu dois en trouver quand même. Bon, même si ça représente pas une immense communauté. On n'a déjà pas tant que ça finalement sur Twitter. Alors après, la communauté des vélotaffeurs vidéastes s'agrandit de mois en mois, de semaine en semaine, mais ça représente encore peu de monde, quoi. Et notamment peu dans la communauté féminine. Oui, d'ailleurs, en parlant de communauté féminine, on rappelle que dans l'enquête en ligne que j'ai réalisée, 75% des répondants sont des hommes et 25% sont des femmes. Donc on remarque bien que les hommes sont surreprésentés dans le vélo taf. Pourquoi justement ? Eh ben non, pas dans le vélo taf. Ils sont pas surreprésentés dans le vélo taf, c'est pas vrai. Moi, chaque hiver, je vois plus de femmes que d'hommes sur les vélos. Désolé, j'en vois plus. C'est juste que
Alors justement, ça m'avait fait réagir, ça, ce phénomène. Quand tu regardes, sur Twitter, il y a vraiment pas beaucoup de mesdames. Sur YouTube, encore moins. Qui filment et qui viennent raconter un peu leur trajet. Ça me saoule qu'il n'y ait pas la représentation médiatique d'une réalité. C'est-à-dire que en fait, et alors je me suis penché là-dessus. J'ai observé des femmes que je connais qui se déplacent à vélo. Elles n'en parlent jamais. C'est-à-dire que nous, toi et moi, par exemple, on est très portés sur le truc, on est très actifs, on en parle. C'est un sujet qui nous travaille, qui nous fait réagir, en tant que citoyen, en tant que cycliste, en tant qu'usager, ER et E. Mais chez toutes les femmes, majoritairement que je connais, il y a rien à raconter. Mon épouse, le soir, elle rentre sur son vélo, même trempée comme une soupe, elle aura rien à dire, quoi. Peut-être qu'elle a failli se faire dégommer 3 fois par un mec qu'elle a traité de connard ou je sais pas quoi. Elle a rien à en dire. Elle n'a pas de besoin d'aller exorciser ça sur les réseaux sociaux ou d'en parler ou de le partager. Voilà. C'est pas le genre de choses qu'elle ferait. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient comme ça. C'est-à-dire qu'on la démarche du vélo taf que j'avais moi dans les années 2000, quand, même avant, quand il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de partage d'expériences numériques sur son smartphone ou sur son ordinateur. Il n'y avait pas ça n'existait pas. Et je connais beaucoup de femmes qui se comportent comme ça aujourd'hui par rapport au vélo taf. Et justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un manque de considération des autorités ? Il y a eu un manque, c'est plus au passé, un manque de considération des autorités lié au vélo taffeur. Ah bah totalement, bien sûr. Oui. Alors après, il y a des petits soubresauts. Des fois, on entend parler de plan vélo, puis 2 semaines après, on dit non. Enfin bon, tu sais, c'était un peu ridicule ce qui s'est passé à la fin de l'été, au début de l'automne, là, cette année, à propos du plan vélo. Quand tu regardes un petit peu les différences de budget, il y a eu des effets d'annonce, des effets de communication de la part du gouvernement sur un plan vélo, puis il y a eu marche arrière quasiment instantanément. Enfin, c'est ce que j'en ai retenu. Alors, je suis pas rentré à fond là-dedans. Je suis pas du tout technicien sur les mécaniques, sur tout ce qui se trame et ce qui se travaille. Là, dans les associations de cyclistes, tout ça, ils sont bien plus au fait de ce qui se passe. Et d'ailleurs, bien souvent, ils sont pro-acteurs de ce qui se fait, ou même à l'initiative, d'ailleurs. Enfin, un peu à la manière de lobbyistes, parfois. Mais non, il n'y a pas de considération du tout. Il n'y a pas de considération du tout. L'histoire de l'indemnité kilométrique vélo, en ce qui me concerne, c'est une insulte. Ça me fait 0,006 centimes du kilomètre, cette indemnité. Donc non, c'est même pas dissuasif des transports en commun. C'est-à-dire que si je garde mon indemnité de transport en commun, je suis 2 fois plus riche que si je prends l'indemnité kilométrique vélo. Donc j'ai aucun intérêt à la prendre, cette IKV. C'est plafonné à 200 balles par an, quoi. J'ai des collègues qui sont en horaire décalé, qui ont du 400-500 euros de frais kilométriques bagnole par mois. On parle de 6 000 euros par an pour se déplacer de chez eux au boulot en bagnole. Et nous, on nous propose 200 euros plafonnés à l'année. C'est totalement ridicule. C'est au-dessus du zéro, quoi. C'est juste au-dessus du zéro. Cette ambiance généralisée, il y a beaucoup de médias qui en parlent. Il y a eu Enquête exclusive très récemment qui parlait de la guerre en plein Paris. Il y avait Envoyé spécial. Les usagers de la route sont-ils irréconciliables ? Selon toi, est-ce que ces types de reportages-là qui parlent des conflits entre les usagers, est-ce que ça dessert la cause ou est-ce que ça... Qu'est-ce que ça permet selon toi Non, moi je trouve que ça entretient exactement. Je trouve que ça participe de cet effet général. Tu vois, la dialectique de guerre, de bataille, du bitume, du ceci. À partir du moment où tu entends ça, c'est perdu. Tu sais très bien à quoi tu peux t'attendre. Est-ce que ça sert la cause ou pas ce genre de reportage? Non, je trouve pas. Non, mais d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de cause à proprement parler, mais c'est ça aussi où je suis assez. J'essaie de garder une distance. Pour moi, il n'y a pas de cause, parce que je suis pas militant. Je suis pas investi dans une association ou je suis juste quelqu'un qui va travailler mais qui a choisi de prendre son vélo pour le faire. Je suis conscient qu'il y a des problématiques. Je suis conscient qu'il y a des problèmes d'aménagement ou de choses comme ça. Il y a des endroits où c'est des couloirs de la mort. Mais pour moi, il n'y a pas de cause. Parce que quand on parle de cause, justement, ça nous enferme dans cette espèce de
de dialectique qu'on entend sur les médias, de guerre, du bitume, de machin, d'incivilité, de ceci, de cela. Et on va ranger les gens dans les cases. Je suis aussi quelqu'un qui se déplace en transport en commun, je suis aussi quelqu'un qui conduit. J'ai une voiture, je la conduis, il n'y a pas de problème, quoi. Il a pas l'air content, Hugo Couturier, que j'ai une voiture. Non mais J'ai justement, un gros diesel qui pue, monsieur. Ouais. mais, Ouais. même si tu dis que tu n'es pas de militant, beaucoup de personnes considèrent que d'une certaine façon tu fais du militantisme à ta façon, et c'est aussi pour ça que certains te suivent parce qu'ils te considèrent comme l'ambassadeur des vélotaffeurs. Est-ce que ça te fait pas un poids un peu sur les Je sais épaules? pas comment, tu vois, je peux pas entendre ça, moi. L'ambassadeur des vélotaffeurs. C'est pas possible. Bah, certains, tu es l'un des vélotaffeurs qui est le plus interrogé dans les médias. On le voit, tu as été interrogé par France Culture notamment. Ah non. Non, c'était France. C'était quel reportage? RFI RFI, Ouais. pardon. Mmh. Radio France quand même. Hein. Ouais. Mais tu as été interrogé justement par plusieurs médias. Tu as des interviews publiées. J'en ai refusé énormément. Tu en as refusé? Énormément, surtout en télé. Ouais. Bah justement, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de médias. Est-ce qu'on peut dire que c'est les médias qui te considèrent comme le... Non, je pense pas. Ils le savent pas. Encore une fois, c'est tellement anecdotique ce milieu, c'est tellement microscopique notre petite twittosphère ou YouTubeosphère ou tout ce que tu veux. C'est minuscule, c'est vraiment minuscule. Donc les journalistes, non, ils ont pas l'info. Ils viennent à la pêche aux infos et il y a des gens qui vont leur dire, et c'est des gens qui me suivent ou qui te suivent toi, qui vont venir donner des noms, voilà, qui vont balancer un Brice Perrin, un 50 €, voilà, un 2 minutes, un tel. Des gens qui suivent dans leur réseau et auxquels ils feraient confiance pour répondre à leur place à une interview par exemple. Mais non, je suis pas du tout connu des médias. En revenant sur ta chaîne YouTube, Bilouk, tu t'es mis au Daily Ops assez récemment. Oui, il y a un an et demi, ouais. un peu, par rapport à l'histoire de ta chaîne assez récemment. Ouais. Tu as fait les tutomobilistes, salut à toi, il y a l'année dernière qui s'est arrêté au bout de 2 numéros. Ouais, Alors, ouais. première question, Bilouk, dans les yeux, Ouais. y aura-t-il un 3e numéro de tutomobiliste? Ben alors le truc c'est que je commençais à faire du tri dans mes disques durs et puis je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai remplacé les fichiers d'origine par des raccourcis et ça m'a effacé 6 mois de rush. Voilà. On applaudit Bilouk, messieurs, Voilà, dames. le pro de la technique. Donc j'ai perdu 6 mois je sais plus, à partir du mois de mars, quoi. J'ai tout perdu. Et, jusqu'à août. De mars à août, ouais. Et j'ai plus que des raccourcis qui pointent plus sur rien. Du coup, ça m'a fait plein de place sur mes disques durs, c'est chouette. Du coup, je vais pouvoir refilmer tranquillement bientôt, mais je suis dégoûté en fait. Parce que j'avais des trucs super que j'avais laissés sous le manteau et je suis un peu deg. Mais bon, voilà. Et notamment mes tout derniers trajets parisiens 100%. Et c'est con parce qu'il y en avait des beaux. Et RT, c'était triste. Ouais. Et deuxième question sur ta chaîne, dans l'avenir, est-ce que tu as déjà réfléchi à où est-ce que tu voudrais emmener ta chaîne YouTube? Quelle direction tu souhaites prendre? Quelle direction éditoriale, on pourrait dire? Et ben peut-être dans celle que je suis en train de prendre là. D'abord, ma chaîne YouTube, maintenant c'est plus ma chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube où il y a marqué Bilouk, mais il y a beaucoup de gens qui ont participé à me repayer un ordi, puis ça coûte pas peanuts un ordi maintenant. Donc je me dois un petit peu j'ai comme une obligation de produit et de résultats. C'est pas mal parce que du coup ça me stimule, ça me pousse un peu le cul. Ça m'oblige un peu à me sortir les doigts pour faire quelque chose assez régulièrement. Et en fait, du coup, je me suis dit mais c'est con parce que comme les gens ont participé, ils participent en fait c'est ça qui me plaît vachement avec cette chaîne, c'est que depuis le début des Daily Ops, il y a beaucoup t'étais un des premiers à réagir sur la première Daily Ops commentée que j'ai faite, je me souviens. Ça nous rajeunit pas. C'est ça qui est vachement sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'interactions en fait. C'est très... il est en train de faire un cœur avec ses doigts. Bref, oui, c'est ça qui me plaît, c'est cette espèce d'émulation qui se passe, ou de débat, il y a des gens qui sont pas d'accord. J'ai fait des vidéos où justement je savais très bien à quoi m'attendre et puis ça vient rouspéter parce que ouais, pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu dis ça et tout, moi je suis pas d'accord. Bon, très bien, hein. Du coup ça discute et ça fait réagir et moi ça me fait beaucoup réfléchir aussi, ça me fait envisager différemment ce que je fais plus tard.
Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'émulation, beaucoup d'échanges. Donc, j'ai testé les lives. Et ça, c'est vachement sympa. Et ça me donne envie de faire des lives avec des gens qui viendraient. Et on discuterait de sujets, mais bien architecturés à l'avance. Parce que là, j'ai testé les lives, c'était n'importe quoi. Aussi parce qu'il y avait Hugo Couturier dans les parages. Donc, ça foutait la zone. Après, pourquoi pas balancer tel ou tel sujet. Et inviter quelqu'un aussi qui parlerait d'expérience, tu vois. Parce que moi, j'ai que mon expérience personnelle. Je me considère pas du tout comme un... On me dit souvent, on m'a dit, tiens, le week-end dernier dans une interview, vous faites ça avec beaucoup de pédagogie. Et alors moi, je dis, mais non, je fais pas ça. J'explique ce que je fais en fait. Mais la pédagogie, ça voudrait dire aussi expliquer comment faire. J'attends de personne qui fasse comme moi. Et je le dis toujours. C'est-à-dire que quand j'explique pourquoi je me comporte comme ceci ou comme cela, je suis pas en train de dire c'est ça la manière de faire. Voilà. Je connais un youtubeur qui a percé, mais d'un coup là, pouf, il a explosé. Il est arrivé il y a quelques mois et bam, il a des milliers d'abonnés. Il est très très suivi. Lui, il fait quelque chose de très très pédago. En expliquant, il fait des trajets commentés et il dit observation cycliste. Voilà. Et il explique en temps réel, voilà, là je fais ça comme ça, mais avec le ton de la pédagogie et le ton du finalement c'est comme ça qu'il faudrait faire. Moi je me place pas du tout comme ça, je suis pas en train de critiquer ce qu'il fait, je suis juste en train de dire que c'est pas du tout l'objectif de ma démarche. Je suis pas là pour donner des leçons, en fait, je suis pas là pour apprendre aux gens à faire ceci ou cela. Je suis là juste pour partager mon trajet et pour dire que c'est possible, en fait, en filigrane. Et justement, en parlant que c'est possible, selon toi, qu'est-ce qui manque aux gens qui hésitent à se mettre au vélo taf? Qu'est-ce qui leur manque, je crois? Une envie, un déclic Non, le déclic. En fait, ce qui leur manque, ce qu'ils ont trop, c'est les mauvaises excuses. Voilà. Et en fait, on en parlait beaucoup avec la community manager de GeoVélo récemment, quand on s'est entretenus tous les deux. Et on est tombé complètement d'accord et la moitié de la recette venait de sa part à elle. On se disait, tant que tu n'en as pas fait, tu passes ton temps à te chercher des excuses. Faut pas le faire. Et une fois que tu l'as fait, tu passes ton temps à chercher le moyen de continuer à le faire. Les mauvaises excuses au début, c'est de dire, c'est tout ce qu'on entend à chaque fois. Ah ouais, mais comment tu fais quand il pleut? Comment tu fais quand il neige? Ouais, comment tu fais quand t'as des enfants à transporter? Comment tu fais quand t'as des courses à faire? Voilà. Ça, c'est ce qui t'empêche de le faire. Et quand tu commences à le faire, le jour idéal, il fait beau, il fait doux, il fait pas trop chaud, pas trop froid, t'es bien, il y a pas le vent dans la figure, c'est idyllique et tout ça. Et puis il y a un jour où il pleut. Comment tu fais pour continuer? Et là, tu cherches moyen de continuer parce que t'as pas envie de t'arrêter. Donc tu cherches à t'équiper pour la pluie. Ensuite, t'as tes enfants à transporter. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un moyen de transporter tes enfants. T'en as un, tu vas trouver un siège enfant que tu vas mettre derrière ou devant. T'en as deux, tu vas chercher peut-être un vélo plus adapté ou rajouter une fixation devant et en gardant celle derrière. Ou pourquoi pas investir dans un vélo cargo, faire tes courses à vélo pour la semaine. Si tu as vraiment envie de t'infliger l'hypermarché une fois par semaine, et tu vas t'acheter un vélo cargo et puis tu feras tes courses pour la semaine sans problème. Et là tu trouves les solutions à ton problème. Mais effectivement, entre le moment où tu réfléchis et le moment où tu démarres vraiment, il y a un univers. Ouais. Et tout le monde se cherche des mauvaises excuses. De ce point de vue-là, Vélib a joué un rôle énorme, je trouve, dans l'explosion de l'usage du vélo à Paris. Voilà. C'est-à-dire que Vélib a rajouté une transition douce qui est parce que je sais pas, moi j'ai un ami dire je ferais bien, j'ai pas de vélo. Bon boum, ça c'est un frein. Là tu lui dis écoute, prends un Vélib. Ah. Merci Bilou, c'est de conclure ainsi l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les personnes qui nous écoutent? Je suis pas vieux. Je suis pas gros. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Au revoir. Salut toi, tu vas bien? On se retrouve le 20 décembre 2018 dans l'enquête exclusive d'Hugo Couturier. Qu'est-ce que je dis déjà? Dans l'enquête Vélo Taf, c'est ça. Salut toi, tu vas bien? On se retrouve le 20 décembre dans l'enquête Vélo Taf de Hugo Couturier. Ça te va comme ça? Envoie-moi tout, même quand tu te marres. Je vais le mettre en mode... Ah non, il n'y aura pas de ça. Ah non. Non, il n'y aura pas de bêtisier. Non. Et voilà, le résultat d'une discussion qui partait dans tous les sens avec Hugo. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de te la faire entendre parce que j'ai parlé avec beaucoup moins de réserve qu'habituellement. Voilà. Bon, j'espère que tu t'es pas endormi. Allez, salut, bisous.